lancé les pubs en février, globalement 3 mois, et on a fait 0 to 30K en l'espace de 2 mois. Quelle est la première compétence que tu as développée lorsque tu as démarré? Donc j'ai toujours eu de la facilité à vendre. Donc même à 16 ans, mon premier closing c'était dans le couloir du lycée, vraiment avec le téléphone posé sur un mur, closing à 600 €, c'était pas grand chose, mais c'était énorme pour nous. Vous vous êtes dit ok, bah on doit faire ci, ça, on applique, boum, on envoie, et ça a hyper bien pris pour vous. Tu testes un maximum de choses et tu regardes à la fin si ça fonctionne, quoi. Faut faire des estimations un petit peu éduquées, de pas faire n'importe quoi non plus, hein. Il y a des trucs qui fonctionnent mieux que d'autres. Qu'est-ce qui fait selon vous une bonne niche sur laquelle on peut se dire ok, bah voilà, la niche est bonne, on peut y aller? C'est une niche où t'as un coût par rendez-vous entre 30 et 70 €. Là, Bienvenue dans ce nouvel épisode du Scaling Process, le podcast où on décortique les parcours de freelance et d'entrepreneurs qui veulent un business structuré, rentable et qui ne dépend pas d'eux 24/7. L'objectif de ce podcast, il est très simple, repartir avec des idées concrètes et activables pour ton business. Moi, c'est Alexis, fondateur du Scaling Process, et j'accompagne les business de service à générer des clients de manière prévisible. Et avec mon associé Aurélien, ici présent, on travaille sur la structuration et le développement des freelances. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Enzo. Enzo, ça fait un petit moment qu'on se connaît, pour que tu nous partages ton parcours, tes résultats, les problématiques que tu as pu rencontrer. Donc pour toutes les personnes qui nous écoutent, installez-vous bien, prenez des notes et puis on est parti. Merci Enzo, en tout cas d'avoir accepté notre invitation. On est hyper content de te recevoir sur ce format-là. On va revenir en effet sur ton parcours, sur ce que tu fais, etc. Parce que tu es passé par différents projets, tu as testé aussi pas mal de choses, plusieurs niches, et j'ai l'impression que maintenant tu as trouvé ta niche favorite, si on peut dire ça. Donc on va y venir aujourd'hui. Si déjà pour ceux qui nous écoutent, tu peux te présenter en quelques mots, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et finalement qu'est-ce qui t'amène dans ce podcast, quoi. ouais, déjà merci pour l'invitation les gars, ça fait plaisir. Heureux de pouvoir partager un petit peu mon parcours, etc. Alors déjà, qui je suis? Je m'appelle Bena Enzo. Donc moi, je viens de la région, donc Rhône-Alpes, à Chambéry, à côté de Lyon. J'ai commencé l'entrepreneuriat à 16 ans, donc très très jeune. J'ai dû m'émanciper pour créer ma première micro-entreprise. J'ai toujours eu envie en fait d'être globalement indépendant, de pas avoir de patron, etc. Un peu de mal avec l'autorité à l'école, etc. Donc envie de jouer avec mes propres règles. Donc j'ai commencé comme ça en rencontrant mon associé en classe de première STMG, et on a évolué, et on va revenir dessus, mais on a d'abord fait du community management puis évolué finalement sur une première activité, on va dire, d'accompagnement, et aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit Alexis, sur une nouvelle niche. Donc ça fait plus de 4 ans qu'on fait ça, et aujourd'hui voilà, la boîte tourne plutôt bien, donc c'est cool. Trop cool. Moi, il y a une question qui m'intéresse vachement et qui, je pense, va intéresser pas mal de personnes qui nous écoutent. C'est que, bon, aujourd'hui, voilà, tu as une boîte qui tourne, tu as des équipes, tu as mis en place tout un tas de choses. Quelle est la première compétence que tu as développée lorsque tu as démarré, et comment, finalement, tu en es venu à aujourd'hui avoir cette compétence-là, quoi? Quel était un peu le process derrière? Vraiment, si on revient à la toute première, c'est une compétence qui est pour moi un peu innée, c'est la vente. C'est que j'ai toujours été un beau parleur, on va dire. J'ai toujours eu naturellement la facilité de convaincre les gens dans mon entourage, etc. Je pense un peu le bagou aussi, du fait aussi que j'ai une mère qui est avocate. J'ai bien aimé aussi le débat, les choses comme ça. Donc j'ai toujours eu de la facilité à vendre. Donc même à 16 ans, mon premier closing c'était dans le couloir du lycée, vraiment avec le téléphone posé sur un mur. On faisait un closing à 600 €, c'était pas grand chose, mais c'était énorme pour nous, entre deux sonneries de récré. Et c'était vraiment cette première compétence, c'était la vente. Je l'ai pas forcément apprise, j'ai pas forcément travaillé cette compétence jusqu'à récemment, où là forcément maintenant qu'on a des sales, c'est important aussi de pouvoir les corriger, de pouvoir aller plus profondément, on va dire, dans les compétences sales et pas juste dans l'inné. Et donc là j'ai travaillé forcément la vente. Mais c'est vraiment la première compétence, pour répondre à ta question, qui s'est développée en moi, j'ai l'impression, et qui permet en fait, une fois que tu sais vendre, de vendre un petit peu ce que tu veux, du moment où tu as le bon marketing avant. Et donc je dirais que c'est la deuxième compétence que j'ai développée, en partie grâce à ce qu'on a expérimenté avec Cindy, grâce à une partie aussi de ton accompagnement, Alexis, il y a de ça 2 ans. C'était vraiment ce côté marketing, réussir à faire en sorte que les gens viennent à nous, pour derrière pouvoir utiliser cette première compétence qui est la vente. Ok, très clair. Donc tu savais vendre finalement de manière un peu innée, ce qui est assez, je veux dire, c'est pas donné à tout le monde. Il y en a beaucoup qui galèrent à vendre en fait quand ils démarrent. Souvent c'est un peu leur problème principal, tu vois, de pas savoir vendre. Et donc toi c'était déjà un peu inné.
Et du coup, tu as développé l'aspect marketing derrière, parce que tu t'es rendu compte que forcément, tu pouvais vendre quand tu avais la personne en face de toi, mais que finalement, si je comprends bien, tu n'avais pas encore les clés pour trouver cette personne-là, rentrer en contact avec les personnes à qui tu avais envie de vendre, quoi, c'est ça? C'est ça. Bah, en fait, avant de rejoindre, c'était Scaling Process. Donc, il y a de ça 2 ans, Alexis. Excuse-moi, j'ai pas d'eau en plus. Attends. Avant de rejoindre du coup le Scaling Process, donc c'était il y a 2 ans, Alexis. Nous, on était du coup vraiment freelance. Donc modèle de freelance. On vendait pas vraiment un TJM. Enfin, on vendait pas à l'heure. On vendait quand même des packs, mais on était vraiment ultra dépendant de nos clients. On était en done for you sur des offres à 999 euros, un truc comme ça. Donc vraiment un truc basique. On faisait vraiment purement du community management. Donc on aidait les entrepreneurs, les entreprises, les associations aussi proches de chez nous à se développer sur Instagram et avoir plus de visibilité, plus de clients. Et le problème en faisant ça, bah, c'est qu'on était clairement beaucoup trop restreint, c'était pas scalable. On a essayé de scaler ça, à part frôler le burn-out, il y avait rien à faire parce que du coup on a réussi à monter à 10K de chiffre d'affaires avec ça, mais ça représentait 10-15 clients à délivrer avec énormément de montage vidéo, énormément d'images à faire, énormément de posts à faire. Donc quand tu as 10 clients pour qui tu dois tous poster entre 18h et 19h avec vérifier les montages, qu'il n'y ait pas de faute, faire valider les V1, les V2, voilà, c'était juste pas gérable, encore moins pour le prix qu'on avait. Donc il y a vraiment un problème de scalabilité et aussi je pense au bout d'un moment, comme tout entrepreneur, l'envie d'évoluer. Et donc c'est là où on s'est rapproché de toi, Alexis, où tu nous as montré une autre manière de délivrer avec un mélange en done for you, done with you, do it yourself et un système d'acquisition. Et ça a été pour moi une révolution parce que avant on était enfermé à prospecter 30-50 messages tous les jours. On faisait un peu de call calling, enfin des choses très très chronophages et très épuisants. Parce que bah, tu sais jamais si ta prospection va fonctionner, etc. Je pense qu'à l'heure, en 2026, à l'heure d'aujourd'hui, ça fonctionnerait même plus du tout. En tout cas, moi, j'y crois plus du tout à ce volume de prospection-là. Alors, à l'époque, je crois que c'était 2023, ça le faisait encore un peu, mais mais je pense qu'aujourd'hui, c'est pas gérable. Et donc, bah, content d'avoir fait cette transition au fur et à mesure des années, d'avoir évolué vers un système beaucoup plus autonome, on va dire. Ok. Peut-être pour ceux qui nous écoutent, pour bien situer, est-ce que aujourd'hui tu peux nous parler de ton offre, ce que tu vends, comment tu le vends, qu'est-ce que tu délivres, si tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Ouais, donc nous on a fait un pivot. Donc habituellement on accompagnait les coachs infopreneurs à se développer du coup sur Instagram avec un accompagnement de 3 mois, donc avec une partie e-learning, du coaching de groupe, du coaching individuel sur notre méthode, d'accord. Aujourd'hui on a fait un pivot stratégique pour la simple et bonne raison qu'on a regardé sur les 2 dernières années qui sont nos meilleurs clients, quelle était la meilleure LTV, avec qui on préférait travailler en termes de feeling, etc. Ouais, surtout une question de vibes et l'envie de se nicher, parce qu'on n'était pas forcément niché sur les coachs. Jamais été fan sur la niche des coachs de vouloir aider que les coachs sportifs ou que, je sais pas, les coachs dans la finance, l'immobilier, etc. Ou certains se nichent dans les thérapeutes. On a aussi accompagné des thérapeutes, mais c'était pas notre vibe. Donc en janvier là 2026. On a pris cette décision de se nicher exclusivement sur les organismes de formation, clients du coup qu'on a déjà aussi accompagnés sur notre précédente offre. Et aujourd'hui, on les accompagne sur le même modèle, donc c'est un accompagnement de 3 mois. On les accompagne en fait à sortir de la dépendance du CPF, des OPCO, bref, des financements publics. On les accompagne à avoir plus de clients, donc soit en partie grâce au financement, soit avec nos stratégies à vendre en direct, en autofinancement. Et on les rend autonomes sur leur système d'acquisition. Donc c'est un mélange effectivement de publicité, de présence sur Instagram, de tunnels de vente aussi, en fonction des organismes de formation, de leur taille et de leur objectif. On adapte tout ça, donc c'est un accompagnement qui dure 3 mois. Nous, on a une offre qui est à étiquette, qui est entre 4 et 5 000 euros en fonction de l'organisme. Et voilà. Ok. Toi, Enzo, qui du coup a fait ce cap de passer de freelance à agence, où tu viens de dire où tu en es maintenant et d'où tu partais juste avant. Comment tu as fait un peu cette transition, d'ailleurs via le scaling process, pour mettre tout ça en place? Parce que tu m'as dit juste avant, bah, tu galérais un peu, où ça fonctionnait bien, t'arrivais quand même à presque 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mais par contre, 15 clients à tenir en parallèle pour 10 cas de CA, c'est toujours un peu chaud. Qu'est-ce que tu as mis en place pour venir à cette solution pas finale, mais beaucoup plus élaborée, où j'ai l'impression que ça tourne beaucoup mieux maintenant, et aussi tu as un format où, si je comprends bien, tu peux scaler. Ouais. Alors, je sais pas si j'aurais pu scaler autant que je voulais sur les coachs parce que je pense que on était clairement pas assez niché, tu vois, d'un retour maintenant que ça fait
quelques mois qu'on est sur les organismes de formation. En fait, concrètement, les organismes de formation, on a lancé les pubs en février. Aujourd'hui, ça fait globalement 3 mois, parce que mars, avril, mai, on a lancé mi-février et on a fait 0 tout 30K en l'espace de 2 mois et là, on stabilise. Donc, c'est une croissance beaucoup plus rapide sur une nouvelle niche, sur une nouvelle offre, sur un nouveau persona, qui est évidemment émane de l'expérience qu'on a eue sur la niche précédente, de l'évolution de nos compétences. Mais pour répondre à ta question initiale, je sais pas si on aurait pu si on aurait pu scaler autant sur notre première cible qui était les coachs. Après, pour revenir sur la transition, elle s'est faite plus ou moins bien. C'est-à-dire qu'on a finalement arrêté de chercher de nouveaux clients sur notre ancienne offre. Mis en place les conseils d'Alexis, notre système, la publicité, etc. Ça a tout de suite très bien pris. Je sais pas si tu te souviens, Alexis, mais on avait commencé à lancer les pubs en juin, juillet, et on a signé des personnes qui sont top, dont un client qui est resté un an et demi chez nous, qui a fini là il y a 6-7 mois avec nous, pas plus. Donc non, c'était super cool. On est vraiment, entre guillemets, on a super bien fonctionné dès le début. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ça quand tu lances ton système, que t'es vraiment deep dedans, que tu fais hyper attention à tes premiers closings, que t'es investi, pas forcément needy, tu vois, faut pas non plus que ça se ressente. Mais quand t'es à 200%, c'est là où je trouve que t'as les meilleurs résultats. Et on a fait le même bond sur notre premier mois avec les organismes de formation. On a tout de suite signé beaucoup de personnes. Je pense que j'ai une énergie qui est différente quand je relance une offre sur un nouveau marché. Faut y croire. Mais non, pour vraiment illustrer pour les gens qui nous regardent la transition, moi c'était j'avais mes clients qui me payaient 900 euros par mois. Je sais pas, à l'époque il devait nous en rester peut-être 5, tu vois, on devait faire 5000 balles par mois. Donc c'était en mai, à peu près en période de mai. On a commencé à rejoindre Alexis, on a développé notre nouvelle offre, on a mis en place le système. Moi, je trouve que ce qui compte quand on fait des transitions comme ça, c'est d'aller vite. Exactement comme on l'a fait pour les organismes de formation, on a retourné tout le contenu de notre formation. On a fait tout ça en un mois. Donc tout le contenu de la formation, le tunnel, la VSL, les ads, et c'est vraiment la rapidité qui paye. Et on a été aussi, je pense, hyper rapide avec Alexis. Nous, quand on prend un programme, c'est pour le rentabiliser, on y va à 200%, peu importe le programme. Aujourd'hui, on est accompagné sur des programmes beaucoup plus high ticket et on est dans la même mentalité en fait pour aller chercher plus de résultats. Et donc ouais, les clients initiaux se sont épuisés et ça s'est remplacé par les clients de la nouvelle offre qu'on a développée. Je trouve que la bascule s'est plutôt bien faite, heureusement, sinon ça crée un petit creux. Mais ça s'anticipe en tout cas quand on sait qu'on veut changer, qu'on est bien accompagné. Voilà, ça se fait. Trop cool. Il y a un truc que je vois aussi, et je suis agréablement surpris que vous ayez fait cette transition vers les organismes de formation, dans le sens où c'est vrai que quand vous étiez venu nous voir, c'était un peu la vague où aller sur des coachs, les infopreneurs, c'était un peu le bon moment. Ça date déjà il y a un petit moment en vrai, hein, ça fait déjà quelques temps, on en parlait un peu en off avant. C'était le bon moment, ça a vite pris. Vous avez aussi, il y a un truc aussi qui est important, c'est que vous appliquez vite. Alors quand je dis vous, c'est toi et Cindy, ton associé, du coup, pour ceux qui nous écoutent, c'est que vous avez appliqué très vite, quoi. Je veux dire, vous aviez des process, vous aviez des éléments et juste vous les appliquez. Et c'est ce que je pense, un des aspects qui a fait que vous avez été vite, dans aller chercher les résultats, etc. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas posé 10 000 questions. Vous êtes dit, OK, on doit faire ci, ça, on applique, boum, on envoie. Et ça a hyper bien pris pour vous. Ça a continué de prendre, etc. Et là où je vois, arrête-moi si je me trompe, mais le gros avantage finalement que tu as eu lorsque tu as voulu relancer sur une nouvelle niche, c'est que tu connaissais déjà comment faire, quoi. Je veux dire, tu avais déjà les structures, tu savais où est-ce que tu voulais aller, tu savais ce que tu avais besoin de déployer. Et donc ça a été méga vite pour vous. Tu vois, tu nous expliquais sur le tournage de ta format, sur mettre en place les VSL, etc. Enfin bref, maintenant que tu comprends la technique, c'est hyper avantageux. Et puis surtout, il y a un autre aspect que je pense intéressant, c'est que qui n'est pas la meilleure décision d'un point de vue business. Tu vois, j'aurais préféré que vous commenciez par les organismes de formation. Ouais. Mais en fait, là, avant, vous étiez en train de jouer en mode hardcore lorsque vous étiez en train de jouer sur les coachs infopreneurs. Là, vous allez sur un marché où il y a beaucoup moins de monde, où les personnes ont limite même plus de budget. Il y a énormément d'avantages qui s'offrent à vous en faisant ça. Et donc, forcément, ça doit te paraître beaucoup plus facile, j'imagine, quand tu veux déployer tout ça. Dis-moi un peu plus là-dessus. En fait, c'est de la folie. Et c'est exactement l'image de jouer à un jeu en mode hardcore et d'un coup, tu passes en mode simple, bisounours. Enfin, en vrai, toute niche a des complexités qui sont différentes. Le marché du coaching, l'infoprenariat se sophistique énormément.
On était rentré dans le jeu de la surpromesse et forcément, tu vois, de l'élaboration de la niche, donc avec des promesses faramineuses sur notre VSL, sur nos ads, etc. Ça a marché pendant un temps, mais ça ne ressemblait pas. Pour moi, l'idée, avoir des pubs qui ressemblent à certains infopreneurs qu'on citera pas, mais vous générez 3000 euros ou alors on vous rembourse et on vous donne 1000 euros, parce on a vu des promesses comme ça une période sur le marché des coachs infopreneurs. Nous on s'est dit ok, c'est chiant. En plus on n'était vraiment pas niché, c'est-à-dire qu'on parlait juste aux coachs en général. Et donc ouais, c'est vraiment cette introspection. Et si on n'était pas parti sur les organismes de formation à l'époque ensemble avec Alexis, c'est juste qu'on ne les connaissait pas. La vie a fait et l'univers a fait qu'ils sont venus à nous, qu'on les a eu en clients, qu'on a eu des super clients et des super résultats avec eux, et que après on s'est dit bah go travailler avec eux. Et je te rejoins complètement quand tu sais comment faire, quand tu as le process en tête et que tu as les bons outils, ça prend voilà, nous ça nous a pris un mois et je pense que en réalité lancer un tunnel, lancer les ads, pour nous c'est une semaine. Mais lancer avec le programme fini, là c'était un mois. Mais on avait déjà des appels qui démarraient que le programme n'était pas fini, des clients qui démarraient que le school n'était pas encore créé, et donc maintenant tout est plus structuré, et effectivement beaucoup plus scalable. On n'est pas niché non plus dans les organismes de formation, on n'accompagne pas un type d'organisme de formation parce que c'est déjà une niche à part entière, les organismes de formation. Nous, l'avantage, c'est qu'on a des clients qu'on connaît très très bien, qu'on voit en physique, qu'on accompagne depuis plus de 1 an et demi. Donc littéralement, mon persona, je me suis posé avec une dirigeante d'organismes de formation qui font 2 millions par an. Je lui ai dit, bah écoute, dis-moi tout. Je te pose toutes mes questions et tu me réponds. J'ai enregistré en fait l'échange en physique et je suis ressorti avec ces mots, je suis ressorti avec ces conseils, ces douleurs, ces peurs, avec des éléments que tu ne trouves pas sur Internet, que tu ne trouves pas sur un forum, que tu trouves peut-être même pas des fois en réécoutant tes appels de vente, parce que j'ai pris ce temps avec cette cliente d'aller vraiment profondément dans sa situation. On est rentré un peu dans son intimité au niveau de ses enfants, de ses peurs, de ses doutes, des choses comme ça. Donc ça, c'était une chance de l'avoir à disposition et de l'avoir exploité. Ce qui fait que dès qu'on a scripté des pubs avec ça, ça a explosé quoi. Nous sur les 2 premiers mois, on est à 16 de retour sur investissement en contracté et on est à 9 de retour sur investissement en collecté. Donc c'est une niche extrêmement rentable. On a stabilisé à 5 de ROAS et là on a 2 closers. Enfin pour l'instant cette semaine un closer, un qui attaque semaine prochaine, une seteuse et ça tourne super bien. C'est une niche qui a des désavantages sur d'autres aspects qui sont à découvrir si vous vous lancez sur cette niche, qu'il faut savoir parer forcément, mais plein d'autres bons avantages. Tu vois, on découvre vraiment la puissance du mailing qu'on avait moins sur les coachs. Là, on envoie un mail, on gagne 500 euros par mail envoyé. Donc voilà, c'est des stats où tu vois la possibilité de se développer et ça fait du bien aussi de se sentir vraiment aligné avec une niche, de se dire ok. Maintenant, on kiffe ça, on apporte des bons résultats. Et du coup, go développer aussi une brand. Enfin, tu vois, genre. Ce que tu as dit, il y a un hack ultime. Enfin, il n'y a pas vraiment de hack ultime, mais quand même, c'est le fait d'utiliser les mots de ses clients et de ses prospects, que ce soit pour vendre, mais aussi dans son marketing. Moi, je le fais tout le temps et ça fonctionne super bien. Et puis, souvent, si tu fais plusieurs rendez-vous avec tes prospects, second rendez-vous, il est toujours ah oui, tu comprends vraiment bien mes problèmes, juste parce que tu réutilises ces mots. Et quand tu fais ça dans le marketing, que ça soit dans la VSL, dans la publicité, dans les emails, toujours il y a une très bonne réaction des prospects et ça convertit souvent super bien. Donc ça, c'est vraiment un super hack. Peu importe la niche, peu importe le secteur, ça fonctionne vraiment bien. Donc, je me permettais de relever ça pour toi, Enzo. Ouais, carrément. Mais même pour les gens qui nous regardent, si vous n'avez pas l'opportunité de le faire avec une cliente en physique comme j'ai pu le faire, bah, soit vous prospectez les gens à qui vous voulez vous adresser en disant j'ai rien à te vendre, je veux juste des infos, soit bah, dans tes premiers appels de vente, moi je prends énormément de notes, mais surtout j'ai l'écoute active d'entendre les douleurs, d'entendre leurs mots, et aussi une question qui est super dans mon script de closing, c'est bah écoute, dis-moi qu'est-ce qui fait qu'on est là aujourd'hui, ou alors par où est-ce que tu nous as découvert, j'ai vu votre publicité, d'accord, qu'est-ce qui t'a marqué dans notre publicité, et quand je demande qu'est-ce qui t'a marqué dans notre publicité, la personne elle me donne littéralement sur un plateau d'argent ce qui a fonctionné, ce qui fait qu'elle a pris rendez-vous, et donc ça c'est vraiment un hack qui fait qu'on arrive à créer des boucles comme ça d'infos pertinentes qu'on réutilise quoi. Qu'est-ce qui fait, je suis curieux d'avoir vos avis les gars, qu'est-ce qui fait selon vous une bonne niche? C'est quoi les facteurs que vous diriez qui créent une bonne niche aujourd'hui sur lequel on peut se dire ok bah voilà la niche est bonne, on peut y aller. Je suis curieux d'avoir vos avis.
Vas-y Aurélien, moi j'ai ma réponse, mais vas-y. Ok, j'y vais premier. Alors, je pense que ça va pas être la même chose que pour vous, c'est parce que moi, je viens d'un domaine un peu différent. Je viens du domaine des startups. Pour moi, une bonne niche, c'est juste, tu lances, tu vois ce que ça donne et t'itères. C'est pas plus compliqué que ça. Je préfère la pratique que faire la théorie, faire 50 études de marché. Je pense que c'est bien pour pas trouver l'erreur ultime, mais de manière générale, je préfère foncer. Peut-être la seule nuance que j'aurais tendance à dire, surtout pour les freelances, c'est plutôt d'aller sur des entreprises et pas vendre à d'autres freelances ou vendre à des semi-particuliers, d'avoir quand même une entreprise qui a une bonne taille. Mais à part ça, pour moi, je pense que le mieux, c'est juste de tester et d'itérer en fonction du résultat, quoi. Hmm. Ouais, je te rejoins, en vrai, je te rejoins. Moi, j'allais dire une réponse beaucoup plus basique, mais c'est une niche où tu as un coût par rendez-vous entre 30 et 70 euros. Là, là, tu sais qu'en fait, tu peux t'amuser parce que bah, ton coût d'acquisition, même si tu as 10% de taux de closing sur un coût par rendez-vous à 30 euros, tu auras un coût d'acquisition sur une offre à 4000 à 300 balles, tu auras 10 d'euros. Enfin, nous, le calcul, on l'a vraiment fait comme ça. On a vu qu'on avait des coûts par call extrêmement bas. Alors, ça varie en fonction des mois, etc. Notamment le mois de mai, avec beaucoup de ponts, c'est un peu plus cher, mais ça reste extrêmement rentable. Après, je pense que c'est une niche aussi où on est aligné et où on connaît bien notre personnage. Enfin, je pense que tout le monde, si on regarde tous les clients qu'on a tous accompagnés, on a des niches mais vraiment diverses et variées. J'ai accompagné des clients qui aident les parents à rendre leur enfant bilingue avant 3 ans. C'est des niches, quand je dis ça, les gens ils me disent mais qu'est-ce que c'est? Une cliente qui fait 60 000 euros par mois dans le body painting. Donc elle apprend aux gens à peindre sur les corps, etc. pour faire des événements. Elle est passée de 5 000 à 60 000 euros avec nous. C'est des niches. Bah voilà, c'est sa niche. La personne, elle est experte là-dedans. Elle connaît son sujet. Elle est passionnée. Elle connaît très très bien son persona aussi. Derrière, les choses, je trouve que ça déroule. Donc ouais, un bon coup par rendez-vous et un bon fit avec la niche. Je trouve que le principe du founder market fit est trop sous-coté, alors que on voit plein de business sur les réseaux avec des founders ultra présents en termes de personal brand. On se dit, waouh, mais eux, ils ont tout pour cette niche. En fait, c'est parce qu'ils ont vraiment un founder market fit avec ça. Et plus qu'un Mhm. produit market fit, il faudrait aussi chercher à trouver son founder market fit, quoi. Carrément, c'est hyper intéressant. Moi, je vais quand même rajouter plus de trucs, parce que moi, je suis un peu plus, comment on dit, Terre à picky terre. sur la Ah. niche. Parce qu'il y a pas mal Moi, je regarde toujours plusieurs critères. Et en fait, ça rejoint plutôt ce que dit Enzo. Ça rejoint en fait ce que tu dis. Tu vas voir par le calcul, justement. Mais je vais parler de ça. Je, Ouais. je vais rester très simple, mais je pense que c'est pour bien comprendre. Pour moi, il y a plusieurs facteurs. Déjà, il faut être en sorte que ces personnes-là ont les moyens de se payer votre offre. Et je pense que c'est un point qui est important parce que tu vois, mon avis en fait, c'est que même si tu as un coup par rendez-vous à 30, 50, 70 euros, en fait, si les gars ils ont pas 500 euros à sortir, bon courage pour être rentable, tu vois. Donc, ça, c'est un des premiers aspects, mais en fait, ça va aussi avec le second point que je voulais apporter et qui du coup rejoint ce que tu dis, Enzo. C'est qu'il faut qu'ils soient, enfin, faut qu'on puisse les trouver facilement, quoi, ces personnes-là. Euh, Nous, c'est vrai qu'il y a un truc, on a toujours du mal avec Aurélien de se projeter et c'est pour ça que souvent on bosse pas tellement avec ce genre de profil, honnêtement. Ceux qui vont uniquement cibler que du grand groupe, tu vois, genre les Ouais. mecs qui veulent targeter que du Orange, genre c'est vraiment du très très gros groupe. En fait, c'est un Ouais. vrai bordel, selon moi, les chercher, ces personnes-là. Certes, ils ont les moyens, mais en fait, on peut pas les trouver. Ouais. Enfin, on peut les trouver, mais ça met des temps infinis, quoi. Et là, pour le coup, t'as pas des coupes à rendez-vous à 30 à 70 Ouais. euros, ça c'est sûr. Donc, oui, Ouais. je dirais qu'il y a ces deux aspects-là. Et je rajouterai quand même un troisième point, mais en fait, qui du coup rejoint ce que dit Aurélien là-dessus. Euh, il faut quand même que les gars aient un gros pain point, tu vois. Genre, faut qu'ils aient vraiment Ouais. pour une problématique. Sinon, ça marche pas, ils seront pas prêts à payer. Et même si on peut les trouver, même s'ils ont de l'argent, si on leur montre pas que la valeur qu'on peut leur apporter et le pain point qu'on peut résoudre, ça marche pas. Et nous, on en voit passer pas mal des personnes qui sont un peu dans cette situation où tu vois, bah, en fait, ils ont une niche qui est vachement intéressante. Cette niche-là, ils ont de l'argent, ils sont prêts à dépenser. Ou ils dépensent déjà, ça, c'est un bon indicateur aussi. Euh, on peut également les trouver facilement, mais en fait, vu que leur offre est pas du tout cohérente avec ce que veut cette niche-là, bah ça marche pas. Et il y a plein de boîtes où typiquement leur amener plus de clients, ça sert à rien, tu vois, c'est pas leur problématique. Et ça, je pense que c'est aussi un truc que j'aimerais relever parce que c'est intéressant. Et pour faire un peu cette transition-là, je pense que toi, Enzo, tu as trouvé une niche où tu peux les trouver. Il y en a de plus en plus. C'est un marché qui est a priori en croissance, si je dis Ouais. pas de bêtises. Ils ont de l'argent parce que bah, forcément ça se développe énormément, etc. Et en plus, tu as réussi à mettre un peu le doigt sur leurs problématiques, quoi. Et ce qui fait que Ouais. finalement, tu as réussi à aller chercher pas mal de clients comme ça, quoi, j'ai l'impression.
Ouais, on est les seuls à proposer en plus le type d'offre qu'on a. Je trouve qu'on a vraiment un bon feeling avec cette niche, des cas d'études et des résultats clients avec des organismes de formation de toute taille. Je parlais de ma cliente Cita qui est passée de 5 000 à 60 000 euros avec nous, mais on a des organismes de formation qu'on a aidés sur des volumes beaucoup plus conséquents, des personnes qui avaient 5-6 offres à marketer, enfin un organisme de formation qui fait 2 millions par an, qu'on est en train d'aider à passer à 3 millions. Donc c'est des niches qui sont, enfin voilà, dans ce spectre des organismes de formation, il y a toutes les tailles et ouais, on peut les trouver facilement. Ils sont pas forcément du coup simples à convertir. Je trouve que c'est la grosse difficulté de cette niche. Ça reste majoritairement quand même le closing pour avoir et pour discuter tous les jours avec des personnes qui sont dans les mêmes niches que nous, qui sont des concurrents mais on est potes. Bah en fait, ils ont la même problématique aussi. Donc les taux de closing sont quand même un peu plus bas sur cette niche, mais ça se comble et on est en train de le combler par notre image, notre marketing. Là, on fait un événement d'activation le 26 mai à 14h, un webinaire sur notre base mail sur les 3 derniers mois. Bah, on fait un webi, donc on est vraiment en train d'essayer de créer un écosystème parce que voilà, comme toutes les niches, ils se méfient, ils ont pas confiance, c'est un personnage plus âgé, donc euh, donc voilà. Justement, C'est Enzo, très tu parles un peu de confiance avec les organismes de formation. Ouais. De manière générale, toi, pour créer de la confiance avec tes prospects et closer un peu plus, qu'est-ce que tu mets en place dans ton cycle de vente? Ouais, je dirais plein de choses. Déjà, on a toujours des ads enfin qui tournent, pas forcément retargeting parce que Meta aujourd'hui il cible tout seul, mais avec juste des témoignages. Sur notre tunnel, on a genre une dizaine de témoignages clients. On a 3 vidéos de nurturing. On a commencé avec une première vidéo de nurturing qui explique notre méthode, qui on est et qui a de la preuve sociale dedans. Les deux autres sont là pour répondre aux objections qu'on a rencontrées en majorité dans les appels. Donc c'est vraiment purement de l'optimisation. Notre process ensuite, bah, c'est que les personnes forcément regardent cette vidéo-là avant le rendez-vous. Ensuite, il y a 2 cas de figure, mais ce qu'on a mis aussi en place vraiment sur la partie script de closing, c'est qu'au niveau du cadrage, les personnes quand elles rentrent dans l'appel, on leur dit nous, on travaille pas avec tout le monde, on regarde 2 choses. La première, c'est le feeling humain, et le deuxième, c'est tes objectifs. Si le feeling passe bien, ça veut dire que ça passera bien dans un accompagnement. Et le deuxième, c'est si tes objectifs passent, bah alors on te fera une proposition. Et en fait, le côté quand tu dis feeling humain dans un appel de vente, la personne en face de toi, elle va avoir envie de se calquer sur tes critères et donc elle va être tout de suite plus cool. Et donc ça crée aussi plus de confiance, tu vois, c'est un peu indirect par rapport à ta question Aurélien, mais ça crée un truc où ouais, il y a une bonne vibe en tout cas dans les appels, que ça close ou que ça close pas. On a globalement une bonne vibe et après la confiance se market sur ça. Et les points sur lesquels on est en train de travailler, c'est du format long, donc YouTube, plus de format court sur Insta, etc. Donc là, on est en train de se mettre un peu sur ça. C'est le moment, quoi. Et toi, Alexis, je sais bien justement que tu travailles aussi pas mal sur la confiance. T'as des choses à rajouter par rapport à ce que disait Enzo? Disons que la confiance, ça fait des années que je dis ça, mais je dis tout le temps la confiance est égale à la vente. Enzo s'en souvient quand il bossait avec nous. Je dis, vraiment, ça fait des années que je dis ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on peut pas espérer que quelqu'un vous paye quelque chose s'il n'a pas confiance dans ce que vous faites. Et ce, littéralement, peu importe la boîte, quoi. Je veux dire, à partir du moment où vous achetez quelque chose, que ce soit une entreprise diverse et variée, hein, ça peut aussi bien quand vous allez chez Apple, que vous allez chez McDo, que vous achetez un accompagnement, que vous achetez un prestat, etc. Peu importe, il faut qu'il y ait de la confiance, sinon vous allez jamais vendre. En gros, pour illustrer un peu ce que je dis là, lorsque vous allez chez Apple, avant d'acheter, bah, vous avez confiance dans le fait que les produits sont bons. Lorsque vous allez chez McDo, bon là c'est un peu plus tricky, mais en gros vous avez confiance que vous allez manger exactement la même chose, peu importe le McDo. Et ça typiquement c'est ce qui se passe dans la plupart des boîtes, et les boîtes essaient justement de créer ça. C'est pour ça qu'ils créent des ambiances, des choses, parce qu'en fait la confiance c'est juste quand on a déjà l'habitude de voir les mêmes choses, les mêmes personnes. C'est pour ça que notamment le personal branding ça marche extrêmement fort, bah, pour la bonne raison qu'en fait les gens ont confiance, parce que même si la personne en face de vous qui fait des vidéos, etc., ne vous connaît absolument pas, bah vous l'avez déjà vu peut-être pendant 3, 4, 5, 6 heures, etc. C'est d'ailleurs aussi pour ça que les webinars marchent très bien, quand c'est bien fait. Parce que ça crée de la confiance avant d'amener la vente. Et donc, quand les personnes ont déjà confiance, en fait, elles sont déjà convaincues, quoi. C'est ça qui est important. Donc, ce qu'a fait Enzo là-dessus, c'est vachement intéressant. Tu vois, et même de développer cet aspect-là, de créer des formats longs, etc., bah, c'est pour donner confiance. On fait la même chose, hein. Je veux dire, on fait des podcasts ici, c'est pour créer de la confiance, hein. Je veux dire, on n'est pas fou non plus, on prêche un peu notre propre paroisse ici. Donc,
Si vous amenez la confiance, derrière vous amenez la vente. Et donc pour ceux qui nous écoutent et qui se rendent compte, je fais pas assez de ventes, j'aimerais faire plus de ventes, etc. Demandez-vous comment vous faites pour créer plus de confiance en amont. Spoiler alert, on a créé une méthode pour ça qui s'appelle le Value First Funnel et qui permet de le faire. Bref, vous prendrez un call avec nous si ça vous intéresse. Donc voilà, la confiance, ça amène la vente et c'est pas l'inverse, quoi. C'est pas, vous n'avez pas créé de la confiance après la vente. C'est pour ça qu'Enzo, je pense que tu as très 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 bien joué de ta carte là-dessus. Le fait que la personne, entre guillemets, essaie de se vend à toi finalement, parce que du coup, c'est quoi un peu les questions d'ailleurs que tu leur poses? Je suis curieux de voir un peu ce que tu Nous, leur on poses. est accompagné par la crème de la crème en closing en ce moment. On a plein de questions à leur poser. Alors, je pourrais regarder vite fait mon script. Mais évidemment, le but d'un closer, c'est toujours de poser le plus de questions possible et de parler le moins possible. Et il y a plein de questions qui amènent le prospect à s'auto-vendre, notamment sur, effectivement, qu'est-ce qui t'a marqué dans notre pub, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui, selon toi, si tu avais la bonne méthode, est-ce que tu penses que ce serait suffisant, est-ce que tu penses que ça fonctionnerait pour toi, etc. Et en fait, c'est des questions qui fonctionnent super bien. Je sais pas si j'en ai d'autres. Après, nous, on a travaillé un aspect de notre closing aussi beaucoup sur l'urgence. Mais finalement, qu'est-ce qui t'empêche de faire ça tout seul? C'est un petit peu classique, mais par rapport à notre niche, on avait un cycle de vente qui était un peu long. Donc, essayer de le réduire par une prise de décision dans le call. Ça passe par de la prévention d'objections, avant de parler, avant de se pitcher, être sûr que la personne soit en mesure de prendre la décision, la préparer à prendre une décision. Dès le début aussi, dans le cadrage, lui dire, écoute, moi je te ferai une proposition. Plus loin dans la phase, lui dire, voilà, je sais comment je peux t'aider. Maintenant, ce que je vais te demander, c'est de pouvoir prendre une décision à la fin de l'appel. Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Voilà, c'est des éléments comme ça qui sont à intégrer dans un speech, dans un closing et qui font toute la différence parce que nous on l'a vu, mais entre un script moyen et un bon script, en tant que founder, l'impact va pas être énorme sur le closing parce que le founder a toujours un taux de closing beaucoup plus élevé. Par contre, quand tu as une sales team et que tu dois manager, être sûr qu'ils suivent ton script et qu'ils posent les bonnes questions, ça fait vraiment, vraiment, vraiment la différence. Parce qu'on parle de confiance et quand, donc Alexis, tu l'as très bien dit, mais quand c'est toi sur les pubs, toi sur un podcast, toi sur la VSL, etc., les gens ils s'attendent à t'avoir toi en appel. La scalabilité fait que je peux pas prendre non plus 5 appels tous les jours, etc. Donc forcément au bout d'un moment on a des closers et il faut que ces closers là bénéficient quand même d'un cadre et donc il y a un mélange entre que les gens aient confiance en toi et qu'ils aient confiance en ta boîte, tu vois, d'un point de vue plus large, parce que s'ils ont que confiance en toi, en fait ça va donner des gens qui vont arriver en appel qui vont dire non mais moi je voulais Enzo et ils vont pas du tout être réceptifs au closer. Après, ça dépend aussi de la vibe de ce closer, mais c'est hyper important vu qu'on parle de confiance, d'arriver à avoir cette transmission de confiance entre toi et tes closers. Ouais, c'est important. Quelque chose que moi j'ai remarqué qui fonctionnait vraiment bien, c'est une question, c'est la question de projection. Donc c'est montrer un petit peu le travail et demander à la personne ce que ça lui apporte. Avec Alexis, on a testé. Quand on pose la question, on pose pas. Il y a vraiment une grosse différence sur le taux de closing. D'ailleurs, c'est vraiment une question. C'est bien si on l'a pas posée, si on l'a passé un petit peu à côté, etc. Le taux de closing va s'effondrer et en fait la vente va quasi pas se faire. Donc ça, c'est vraiment une question clé. La projection de le travail qui va être réalisé, qu'est-ce qui va amener à la personne, je pense, ou à l'entreprise, hyper important. Ouais, ça fonctionne vraiment bien. Clairement, la certitude d'avoir des résultats. Si à la fin, avant d'annoncer le prix, les personnes ne sont pas certains, tu peux même poser la question sur une échelle de 1 à 10. 1, c'est non, ça me correspond pas, ça va pas m'aider et je vois pas comment je vais avoir des résultats. Et 10, c'est parfait pour moi, je suis sûr d'avoir des résultats. Où est-ce que tu te situes? Rien qu'avec cette question, qui peut paraître bateau, mais quand tu arrives à la poser, parce que c'est les questions des fois les plus bateaux, les plus difficiles à poser qu'il faut poser, tu arrives à situer la personne. Si elle te dit 5, tu sais que tu as raté un truc avant, quoi. Tu sais que t'as pas assez creusé sa douleur, que t'as mal speeché ou que ça va pas. Et tu sais qu'avec un 5, si tu donnes ton prix, ça va se finir en ouais, je vais réfléchir, salut, c'est impossible. Par contre, quand t'as un 8, quand t'as un 9 et que tu cherches à pourquoi pas 10 et que là tu creuses un peu sur les peurs, etc. Ouais, derrière tu speeches beaucoup plus facilement, quoi.
Même en dehors de cette question-là, si tu poses une question simple, qu'est-ce que le service va t'apporter et que la personne ne peut pas te le dire, elle n'arrive pas à te dire, bah voilà, ça va m'apporter des clients, ça va me faire économiser de l'argent, ça va me donner une meilleure visibilité, je vais avoir une plus belle marque, peu importe. Si la personne ne peut pas répondre, ça veut dire qu'en fait l'appel il sert à rien et que la personne ne voit pas la valeur du service, donc il vaut mieux arrêter tout de suite et recommencer une étape avant. Donc pour moi, c'est devenu un peu vraiment une question primordiale. Ouais. Mm, mm. Mais toujours demander pourquoi, tu vois. Moi, je dis, ouais, sur une échelle de 1 à 10, la personne me dit 9, pourquoi 9? Et là, du coup, ça rejoint ta question, Aurélien, parce que du coup, elle se vend, quoi. Elle va dire, bah, 9 parce que j'ai compris que ça, etc. Donc, ouais, Mm. essentiel. Et d'ailleurs, ça c'est bingo quand la personne elle redit le truc parfaitement, qu'elle te dit ce que ça va lui apporter. Là, tu sais bien que derrière, normalement, ça va plutôt bien se passer pour toi. Ouais, ça, c'est dingue. Quand ils arrivent aussi, Vraiment. qu'ils disent, j'étais convaincu avant le call. Ça, c'est drôle. Et Ça, c'est drôle. Ça figure-toi c'est que, incroyable. figure-toi que je pense que c'est un truc dans lequel on va aller de plus en plus dans cette direction, tu vois. Ouais. En fait, j'essaie de me rendre compte, tu vois, ok, bah, qu'est-ce qui est le plus pertinent à l'heure actuelle sur le marché français. On a toujours un peu de retard par rapport aux US, etc. Et en fait, quand on essaie de regarder la meilleure façon pour perdurer, pour continuer de faire des ventes, et ce, peu importe le closer finalement qui est en face, selon moi, on va de moins en moins dans le mec qui est le meilleur closer. En fait, il faut aller de plus en plus vers, ok, comment on fait pour créer de la valeur énormément en amont pour que finalement, il n'y ait même pas cette question de se dire, bon, bah voilà, est-ce que tu es convaincu? En fait, je pense qu'après, c'est juste des questions bateau en mode, voilà, en gros, est-ce que tu peux te le permettre? Est-ce que tu peux y aller avec nous? Est-ce que c'est maintenant? Et c'est toujours question de timing et de budget, mais pour moi, la valeur, de plus en plus, ça va aller dans le montrer avant que les personnes viennent dans un call. Et ça peut se faire de plein de façons, tu vois, ça peut se faire par des formats longs, la création de confiance, etc. Ça va être de plus en plus comme ça. Mais par exemple, je vous donne un exemple qui va peut-être parler à des personnes qui nous écoutent également. Lorsque, mettons, prenons le coaching le plus cher d'Alex Hormody, je sais pas exactement les prix, mais ça apporte assez peu. En fait, vous êtes déjà convaincus, tous ici, je pense, que si vous bossez avec lui, c'est obligatoire que ça va vous apporter des résultats, qu'il va y avoir de la grosse valeur. Enfin, ça va être vraiment. On sait déjà qu'en fait, on a confiance dans potentiellement cette offre-là. En fait, le seul truc, c'est est-ce que le timing est bon pour nous? Est-ce qu'on est la bonne personne? Et est-ce qu'on a l'argent pour le faire? Et donc là, pour eux, derrière ces teams de closers, c'est beaucoup plus facile, j'imagine. Donc, et ça, je pense que c'est un truc dans lequel on va aller de plus en plus. Cet aspect de créer, montrer qu'en fait, vous êtes la bonne personne en amont de l'appel. Et c'est surtout, en fait, une façon méga, méga intéressante de se différencier de ses concurrents. Parce qu'aujourd'hui, soyons honnêtes, il y a des boulevards énormes qu'il faut juste prendre. En particulier sur des niches comme la tienne, je pense, Enzo. Tu vois, je pense que j'ai l'impression que les agences qui s'occupent un peu de ce type de boîte sont un peu old school, si je dis pas de bêtises. Et donc, si vous arrivez un peu avec des angles vraiment différenciants où les gens ont déjà confiance en vous avant, Ouais, c'est c'est merveilleux. clair. Mais d'ailleurs, tu le vois, pour parler, bon, ça peut-être un peu élevé pour la niche des freelances, mais quand on parle un peu de scaling, de sales team, il y a un turnover des sales, il y a besoin de leur fournir un volume de calls qui est nécessaire, il y a besoin de leur fournir des calls d'un minimum de qualité. Si tu leur envoies que à des personnes qui arrivent et qui disent, ouais, vous êtes qui, vous faites quoi, ils vont pas rester tes sales. Donc en fait, et je le vois, si on regarde de manière très logique, toutes les personnes qui font plus de 100K sur le marché, ils ont pas enfin, il y a des exceptions, hein, mais ils ont tous un minimum de personal brand à côté. Ils ont tous des véhicules de confiance, que ce soit sur du YouTube, sur du Insta, etc. Et moi, j'ai des exemples très concrets. On va sûrement faire du gros operating, enfin, aider une grosse infopreneuse qui a plus de 300K sur Insta et qui fait 7 millions par an à gérer sa croissance en ads. On sait qu'il n'y aura pas de problème de confiance dans les ads parce que bah, la plupart des gens qu'on va retarget sera des gens de l'organique. Fait des millions de vues en organique tous les mois. Et c'est quelqu'un qui chiffre énormément, voilà, juste avec l'organique parce que ça véhicule énormément de confiance. Et d'ailleurs, les boîtes, enfin de moi de ce que j'ai regardé, mais les coachings, les agences, etc., qui scale fort et de manière stable sur du 500K par mois, 200K par mois, etc. Ouais, c'est des gens qui ont vraiment autour un véhicule où les closers ils savent que dans tous les cas ils vont pas trouver mieux ailleurs parce que ici les gens quand ils arrivent dans le call sont quasiment prêts à acheter quoi. Et du coup le sales il peut aller chercher des niveaux de rémunération qui sont beaucoup plus élevés et ça crée une pérennité sur toute la boîte, pas que sur avoir du client. Tu vois, ça a un impact sur tes équipes, sur ta sales team, etc. Mm, quoi. En clairement. fait, les closers, ils restent parce que c'est facile pour eux de closer dans cette boîte-là. Si ça devient trop difficile, ils préfèrent aller dans une boîte où ça sera plus facile d'avoir leur bonus et leur variable. Donc, moi, je pense que ça s'applique quand même
au freelance parce qu'en fait, si t'es freelance et il y a quelqu'un qui arrive dans un call et il te dit OK, t'es qui, tu fais quoi, c'est que t'as pas bien fait ton boulot en amont, quoi. Enfin, si t'es freelance et que tu dois expliquer ce que tu fais directement dans le call, je pense que ton côté marketing de freelance qui est tout aussi important, c'est que t'as passé un petit peu à côté, quoi. Ouais. Mm, mm. Clairement, je pense que c'est un truc qui est important. En fait, vous pouvez pas, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez pas espérer que quelqu'un ait que 100% confiance en vous, achète votre service si vous avez même pas montré ce que vous faites, quoi. Je veux dire, c'est juste de la logique. Et il faut le montrer, il faut se rendre visible. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de freelances qui ont toujours un peu du mal à se mettre en avant, etc. Mais à un moment donné, ça se peut que vous faites pas le bon métier, quoi. Je veux dire, je suis un peu cru dans mes mots, mais si vous n'êtes pas là pour vous montrer, pour montrer votre taf, votre expertise, ben en fait, évidemment que ça va pas marcher, ça va être de pire en pire. Enzo, toi, tu as commencé il y a longtemps, c'est pareil, j'ai commencé il y a longtemps maintenant. En fait, je pense que même Aurélien, ça fait un bail aussi que tu as commencé. On se rend bien tous ici, enfin, on se rend compte ici que il y a des années de ça, il y a 5-6 ans, c'était beaucoup, beaucoup plus facile qu'aujourd'hui. Enfin, faut être honnête. Et maintenant, si on n'est pas complet sur plein de choses, ça devient très vite complexe. C'est-à-dire que si on n'a pas de visibilité, ça marche pas. Si on n'a pas de bon système, même basique, hein, de conversion, bah, ça marche pas non plus. Si on sait pas délivrer correctement, ça marche pas non plus. Si on sait pas se vendre, ça marche pas non plus. Donc, il y a tout un ensemble de compétences qui doivent être maîtrisées pour les personnes qui veulent vraiment durer. À la contrario de faire des one-shots, parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent sur le marché, on en a tous vu. Ils arrivent, ils font pendant 2-3 mois, ça marche bien, mais bah, en fait, un an plus tard, on n'entend plus parler de tout ça, il n'y a plus d'ads qui tournent, il n'y a plus rien, et donc c'est un peu comme ça. Donc, pour ceux qui nous écoutent, mettez-vous en avant, je veux dire, mettez-vous en avant, même des petits gestes, des trucs simples, postez juste 2-3 fois par semaine sur LinkedIn, même s'il n'y a personne qui vous voit, même si vous n'avez pas beaucoup de vues, faites-le, c'est comme ça que vous allez actionner un peu la machine, et c'est comme ça que vous allez aller chercher du résultat. Et c'est pour ça que je voulais absolument avoir Enzo à un moment donné sur le podcast, parce que c'est juste une machine d'exécution. C'est-à-dire que il sait ce qu'il a à faire, il le fait, point barre, quoi. Je veux dire, il cherche pas à dire ah, mais est-ce que je dois le faire? Non, tu le fais, tu vois. D'ailleurs, ça vient d'où ça, Enzo? Où est-ce que tu viens de cette exécution rapide comme ça là? Bah en fait c'est juste pas le choix. Nous on s'est lancé du coup très jeune. On a arrêté les cours. J'ai le bac. J'ai rien d'autre. J'ai dit à mes parents bah voilà ça va fonctionner. L'année où on s'est rencontrés, Alexis, on était en coloc avec Cindy à Lyon. On s'était mis à 18-19 ans direct des grosses charges, un besoin de sortir de l'argent. Donc faut être proactif à un moment donné. Après, je pense peut-être aussi une discipline en lien avec le sport, quoi. Moi, je vois ça comme de la réitération. J'ai fait de la gym pendant plus de 15 ans à moyen haut niveau, et la gym c'est vraiment répétition, répétition, répétition. Et je trouve que bah, par exemple les ads c'est pareil. On a tourné tellement je pense qu'on aurait dû les montrer dans le podcast, mais on a fait tellement de ads différentes. Je pense qu'Alexis on a les meilleurs ads des gens que t'as accompagnés. On a fait des ads dans la forêt avec C'est vrai des qu'elles sont traits folles. militaires et tout. On fait des trucs de fou, et en fait on teste tout. Moi je vois la vie et même un système d'acquisition comme un jeu de un jeu de qu'on appelle ça de memory, vous savez. Et en fait, il faut juste retourner le plus de cases possible pour savoir lesquelles fonctionnent, lesquelles sont bonnes. Et donc, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres, on le sait. Mais des fois, d'un business à un autre, ça va être différent. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a jamais de conseil ultime. Il faut surtout tester, accepter de se planter, fail fast, et ensuite réitérer, quoi. Et, euh, Mm, et voilà, tout. clairement. C'est un concept que toi, Aurélien, je sais que tu aimes beaucoup. C'est-à-dire, changer une variable, tester, changer une variable, tester, changer une variable, tester. Ça devient un peu du milieu startup, non? Peut-être bien, parce que je sais qu'il y a beaucoup comme ça dans ce milieu-là. Ouais, bah c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, tu as une équation à résoudre, c'est une équation empirique. Que tu connais pas vraiment comment ça fonctionne, mais tu peux mettre des trucs à l'entrée, tu regardes ce que ça donne à la sortie, et donc tu testes un maximum de choses et tu regardes à la fin si ça fonctionne, quoi. Donc bon, il faut faire des estimations un petit peu éduquées, de pas faire n'importe quoi non plus, hein. Il y a des trucs qui fonctionnent mieux que d'autres, mais à la fin tu sais pas exactement, quoi. Et donc il faut tester les combinaisons pour voir ce qui fonctionne. Et moi c'est vraiment comme ça que j'approche le business comme ça, que ce soit pour la publicité, hein. Je pense Enzo, si tu fais plein de publicité aussi, c'est pour voir lesquelles vont avoir la meilleure rentabilité. Ben, moi, cette approche-là, j'ai tendance à l'avoir un petit peu partout pour voir ce que ça donne à la fin. Et c'est vrai que, en fait, les startups, on va dire,
15 dernières années peut-être, c'est comme ça que les choses se sont faites avec un livre qui s'appelait Lean Startup de Eric Ries pour les personnes qui aiment bien qui aiment bien le monde des startups, mais ça s'applique vraiment dans tous les business. C'est un super livre d'ailleurs que je recommande et qui m'a vraiment changé la manière dont j'ai approché le business. Écoutez, trop bien, content qu'on ait pu faire ce format-là ensemble. Avant qu'on se quitte, on a une petite tradition qu'on met en place de plus en plus, c'est de donner un conseil à quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, le meilleur conseil qu'on peut lui donner pour qu'il puisse aller chercher des résultats, se développer, etc. Quel serait toi ton conseil, Enzo, que tu donnerais à quelqu'un qui voit pas forcément le bout du tunnel, qui teste, qui sait plus trop donner de la tête? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Ouais. Je vais y répondre très facilement. C'est rester curieux. J'y ai réfléchi quand on m'a demandé de me décrire en un mot. Et je pense que c'est vraiment la curiosité. Et c'est en étant curieux que, comme on vient de le dire, tu as envie de tester une variable, la modifier. C'est en restant curieux que tu prends les conseils de tout le monde. C'est en restant curieux que t'as comment dire, la vision de la suite. Je trouve que la curiosité, ça amène aussi de l'espoir. Et donc même si c'est difficile, même si il y a des moments où ça fonctionne moins bien, etc. Si tu restes curieux, que tu t'intéresses, que tu comprends, que tu essaies de comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et que tu réitères, mais tout ça part de la curiosité, je pense que tout le monde peut réussir. Et d'ailleurs, je pense que c'est un point commun de beaucoup d'entrepreneurs, c'est la curiosité, quoi. Sinon, on serait tous restés dans notre petit standard de vie à la base, quoi. Donc voilà. Clairement. Aurélien, tu as un conseil? Peut-être pas forcément. J'ai l'impression qu'on en dit plein à chaque fois. Ouais, on en dit plein et j'ai pas envie de tourner en rond, mais je dirais le côté implémentation. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà dit pas mal de choses. Enzo t'a donné aussi beaucoup de valeur. Je dirais que le conseil, c'est de prendre tout ce que tu entends et de l'appliquer et de voir ce que ça donne, plutôt que rester dans la théorie tout le temps. C'est vraiment le truc que j'ai envie de dire aujourd'hui. Clairement. Voilà. Moi, je vais rajouter un dernier petit point. Mon meilleur conseil, c'est de prendre ce lien de cette vidéo YouTube, le balancer dans Claude, d'en sortir une retranscription et de vous faire un plan d'action et de l'appliquer. C'est aussi simple que ça. Parfois, il ne faut pas chercher midi à 14h. Enzo vous a partagé beaucoup de choses. Aurélien également, j'en ai partagé aussi pas mal. Appliquez-les. Je veux dire, c'est des éléments où vous avez passé 40, 50 minutes avec nous à écouter ce qu'on a à dire ici. Maintenant, appliquez-les, quoi. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. C'est passer à l'action. Comme dit Enzo, restez curieux aussi, c'est important. Voilà, vous avez appris plein de choses. Ayez cette curiosité de mettre en place ces différents éléments, tout simplement. Donc voilà, en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés, si c'est pas toujours fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker également cette vidéo, à la partager, etc. On mettra également les réseaux d'Enzo juste en dessous si vous voulez retrouver un peu ce qu'il fait, etc. Il a plein de projets, mais ça je vous laisserai aller découvrir ce qu'il fait. Il développe plein de choses, donc allez checker. En tout cas Enzo, merci d'avoir participé sur ce podcast. Et puis ça aurait été un vrai plaisir de t'avoir reçu, quoi. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Allez, bonne journée les gars, à très vite.